l'élection entre toutes, celle qui détermine notre vie politique pour les prochaines années. Nous avons des échéances très importantes, non seulement le scrutin présidentiel et puis ensuite les élections législatives. Et dans le cadre de cette double échéance, notre mouvement, le Rassemblement national, organise une tournée des fédérations. Vous avez un certain nombre de membres du Bureau national du RN, de parlementaires, qui viennent dans les fédérations à la rencontre des adhérents du RN pour animer la campagne, recueillir leurs remarques, leurs doléances. Et aujourd'hui, nous avons le très grand honneur d'accueillir Nicolas Bay, député européen, député au Parlement européen, député du RN, pour animer cette réunion de campagne. Mes chers amis, merci pour votre présence. Nous avons naturellement en Loire-Atlantique un certain nombre d'actualités au sujet desquelles nous reviendrons durant ce temps de campagne. Des actualités qui sont liées à l'insécurité, qui sont liées tristement et évidemment à la venue chaque jour croissante de flux d'immigrés clandestins. Nous l'avons vécu ces derniers mois, c'était en 2019, au square d'Avier à Nantes, par exemple, nous avions la venue de 700 Africains dont personne n'avait demandé la venue, mais dont tout le monde a dû subir la présence. Et nous avons cela, hélas, maintenant de plus en plus jusqu'au cœur de nos campagnes. Cela fait partie des sujets, l'immigration, l'insécurité, l'islamisation de notre pays aussi, dont nous discuterons naturellement durant cette campagne présidentielle, aux côtés de tous les autres grands sujets qui seront défendus durant cette campagne par notre candidate, Marine Le Pen. Vous avez ici présent M. Bay que j'ai présenté, Éléonore Revel qui nous représente au Conseil régional des Pays de la Loire, anciennement Éléonore est membre de ce qu'on appelle la commission permanente du Conseil régional, qui est un peu l'organe exécutif de l'Assemblée régionale. On y traite beaucoup de dossiers. C'est quelque chose de très prenant. Donc ça fait aussi partie de la manière dont nous défendons les intérêts, pas les intérêts français, mais les intérêts des Pays de la Loire, de leurs habitants. Nous avons tous voté aux élections régionales les 20 et 27 juin pour désigner nos représentants, et puis Éléonore, aux côtés de moi-même, d'Hervé Juvin notamment, ont désormais l'immense honneur de vous représenter au Conseil régional. Éléonore est membre de la commission permanente et de la commission des finances, qui naturellement est une commission très importante, très technique. C'est sans doute la commission la plus importante du Conseil régional en réalité. Et puis à sa droite, Titouan Latuyère, nouvellement nommé délégué départemental adjoint du RN. Avec qui j'ai eu le plaisir l'année dernière de mener la campagne municipale à Saint-Nazaire, puisqu'il la dirigeait, et c'est depuis l'un de nos militants actifs dans la région nazérienne, et puis maintenant avec des fonctions au sein du bureau départemental. Je passe immédiatement la parole à Nicolas Bay. Il y aura bien sûr la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez à la fin de notre réunion, et puis bien sûr après nous aurons un apéritif. La parole à Nicolas Bay. Merci d'être parmi vous aujourd'hui en Loire-Atlantique. Ah oui, voilà, c'est bon. Gauthier assure désormais la fonction de secrétaire départemental. Cette réunion est un peu l'occasion d'officialiser sa nomination. Il remplace Éléonore qui a assuré cette mission pendant 4 années. C'est une tâche harassante parce que l'organisation technique, pratique du mouvement dans le département, c'est évidemment quelque chose de capital, notamment dans les élections successives, municipales, départementales, régionales de ces 2 dernières années, et évidemment dans la perspective de la présidentielle et des législatives dans quelques mois. Donc merci à eux qui aujourd'hui sont les représentants du département de la Loire-Atlantique au Conseil régional pour le Rassemblement national, et vous pouvez compter sur eux pour mener au quotidien, dans leur mission d'élu, un combat constant pour vous représenter, pour vous défendre, pour défendre nos idées, nos convictions et nos valeurs au sein du Conseil régional, comme le font d'ailleurs tous nos élus un peu partout en France, puisque nous avons des élus, vous le savez, dans la totalité des régions françaises, du moins métropolitaines. Merci de votre présence aujourd'hui, d'avoir pris sur votre temps en famille ou de loisirs
pour venir à cette réunion de mobilisation dans la perspective de la présidentielle, et merci d'une manière plus générale de votre engagement à nos côtés, de votre engagement dans le combat national, parce que si vous avez pris cet engagement, c'est parce que vous avez conscience que la France va mal et que, évidemment, on ne peut pas compter sur les autres partis politiques pour essayer de la redresser, puisqu'ils sont évidemment largement les responsables de cette situation. Et par conséquent, notre mouvement s'inscrit comme la seule force politique résolument alternative, seule vraie force d'opposition aujourd'hui. Les Républicains en sont réduits à jouer soit une opposition de façade, soit les supplétifs d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, c'est à nous que revient la lourde responsabilité, non seulement d'être l'opposition, la seule vraie force d'opposition, mais d'être en situation de poser une alternative en avril prochain. Et à 5 mois de l'échéance, le but, c'est évidemment ça, de remobiliser nos compatriotes, leur montrer qu'il y a un espoir et que si la France va mal, ça n'est pas simplement une fatalité, ça résulte de choix politiques délibérés et que si on change les orientations politiques de la France, eh bien, alors les choses peuvent aller beaucoup mieux pour notre pays et pour nos compatriotes. Alors aujourd'hui, tout est la faute du Covid. C'est facile, c'est confortable. La réalité, c'est que notamment les grands indicateurs économiques, eh bien, ils étaient déjà tous dans le rouge avant la crise sanitaire. La dette publique de la France avait franchi les 100% du PIB, le chômage, toutes catégories confondues, avait augmenté, et il a encore augmenté depuis le début du quinquennat. Les déficits publics sont absolument désastreux, donc celui qui se présentait comme un banquier qui saurait gérer les finances du pays et redresser l'économie française, eh bien, veut dire qu'il a été absolument désastreux dans ce domaine. Bien sûr, la crise sanitaire et avec des conséquences économiques très lourdes, est venue aggraver la situation, mais elle était déjà très mauvaise avant mars 2020, c'est-à-dire avant que ça ne commence. Le bilan d'Emmanuel Macron, il est désastreux en matière économique, mais évidemment, il est encore plus désastreux dans les autres domaines. L'identité et la sécurité de la France, ça a continué à se déliter. La France est livrée à une immigration de masse. 2 millions de personnes qui sont entrées pendant la durée du quinquennat, 400 000 chaque année. Alors quand on dit ça, on dit non, c'est pas vrai, vos chiffres sont exagérés, c'est vrai. C'est 270 000 titres de séjour accordés chaque année, 120 000 demandeurs d'asile, 40 000 mineurs isolés. Et il faut ajouter à cela tous les clandestins, ils sont nombreux. Et le plus désastreux, c'est pas simplement les flux entrants, c'est l'absence de flux sortants. C'est-à-dire que ceux qui entrent, même clandestinement, ont la certitude non seulement de ne jamais être expulsés, tôt ou tard d'être régularisés, tôt ou tard d'être naturalisés, sans jamais avoir fait le moindre effort d'assimilation. Et on voit bien que le défi de l'identité, la préservation de notre identité face à ce véritable chaos migratoire, qui n'est pas simplement lié à l'actualité immédiate aux frontières entre la Biélorussie et la Pologne, qui sont évidemment les frontières extérieures, donc c'est finalement notre frontière, c'est en réalité une situation qui n'a cessé de se dégrader depuis une quarantaine d'années, avec des frontières extérieures qui n'ont jamais été protégées, et alors qu'on a abaissé nos frontières intérieures. Le résultat, eh bien, c'est que la France, qui est sans doute le pays, ou parmi les pays les plus attractifs sur le plan social en Europe, eh bien, concentre une bonne partie de cette immigration. Et le paradoxe, c'est que quand il y a des immigrés qui entrent en France et qui veulent partir en Angleterre, eh bien, on les laisse rentrer, mais on les empêche de sortir. On est à peu près le seul pays dans le monde à procéder de cette manière. Alors, on a une immigration qui aujourd'hui a des conséquences économiques, évidemment, sociales, évidemment. Ça vient plomber nos comptes publics, plomber nos comptes sociaux, mais évidemment, les conséquences de cette immigration, elles dépassent les questions économiques, puisque elle génère une insécurité généralisée sur les sols, et même l'islamisme et le terrorisme. Il n'y a qu'à aller circuler dans les prisons françaises pour voir immédiatement en une photographie le lien direct entre l'immigration et l'insécurité. Et aujourd'hui, si la France a, au cours des 5 dernières années, été le pays européen le plus ensanglanté, le plus endeuillé par les attentats islamistes, eh bien c'est évidemment lié à cette immigration. Le procès du Bataclan il y a quelques jours est venu nous rappeler que ceux qui ont frappé la France ce soir-là, eh bien, ils étaient passés par les filières classiques de l'immigration, par les îles grecques, pour ensuite, grâce à Schengen, circuler librement en Europe, venir en France, en Belgique, revenir chez nous et organiser, en lien avec l'État islamique, des attentats sur notre sol. C'est-à-dire que cette immigration, elle génère évidemment le terrorisme et l'islamisme. Alors, quand on dit
dit ça, sur les plateaux de télévision, nos adversaires sont horrifiés en disant vous ne pouvez pas dire que tous les immigrés sont des terroristes. Non, ça c'est vrai. Mais tous les terroristes sont des immigrés. Tous les terroristes, tous ceux qui ont frappé la France, sont tous soit immigrés, soit issus d'immigration. Alors c'est vrai, certains sont de nationalité française, parce qu'elle est distribuée comme des petits pains. Et parce qu'en réalité, ils ont bénéficié, circonstances aggravantes pour eux, de la générosité de la France. Quand on nous dit aujourd'hui que la France est raciste, etc., simplement parce que les Français ne supportent plus cette immigration de masse, en réalité, on inverse totalement la réalité des faits. Les Français ne supportent plus parce qu'on a atteint depuis longtemps le seuil de saturation, mais jamais, mais sans doute que la France est l'un des pays les plus généreux, était le plus accueillant, alors même qu'on n'a jamais demandé aux Français leur avis sur la question. Il aurait suffi qu'on fasse au cours des 40 dernières années un référendum aux Français pour leur demander ce qu'ils veulent en matière d'immigration, la réponse aurait été très claire. Mais évidemment, personne ne leur a jamais demandé leur avis. Et souvenez-vous de Sarkozy, sa belle promesse d'une immigration choisie qui remplacerait l'immigration subie. En réalité, elle n'a jamais été suivie des faits. On a continué à augmenter chaque année le nombre de visas, le nombre de titres de séjour, le nombre de demandes d'asile, sachant que les demandes d'asile accordées, en réalité, c'est souvent pour des personnes qui ne sont pas du tout des réfugiés, qui ne sont pas persécutés en raison de leur opinion philosophique ou religieuse, mais simplement des gens qui viennent pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, et surtout pour des raisons d'attractivité sociale de la France. Et donc évidemment, ces gens-là, ils viennent, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent, donc ils ne respectent pas notre pays, et souvent ils se retournent d'une manière ou d'une autre contre nos intérêts, y compris nos intérêts les plus vitaux. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron face à cela? Absolument rien. Rien du tout. Et aujourd'hui, on a l'islamisme qui prospère dans notre pays grâce au clientélisme, notamment dans les collectivités locales. Et ça permet aux islamistes de prendre racine sur notre sol. Et ça aboutit en effet à des attentats terroristes à répétition. Nos services de police, de renseignement, souvent arrivent à les déjouer à temps, mais pas toujours. Et évidemment, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, eh bien, on n'est pas du tout à l'abri d'avoir à nouveau des attentats sur notre sol, puisque le problème n'a pas été réglé. Et le meilleur moyen de régler le problème, c'est évidemment de tarir les flux de l'immigration, c'est-à-dire de couper le robinet. Il faut d'ailleurs aller au-delà. On peut évidemment s'inquiéter légitimement du grand remplacement, c'est une réalité. Beaucoup de quartiers, beaucoup de villes en France où on assiste à une véritable substitution de population. Et les Français qui fuient souvent dans les zones rurales pour échapper à cette immigration de masse. Mais aujourd'hui, non seulement il faut arrêter l'immigration, alors on voit tous nos adversaires de droite et de gauche rivaliser de mesures audacieuses en disant oui, il faut arrêter, il faut sortir de la CEDH, il faut immigration zéro. Mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est pas seulement de l'immigration zéro, c'est d'inverser la tendance. De faire en sorte que ceux qui n'ont rien à faire en France, que ceux qui détestent la France, rentrent chez eux. Retour à la maison. C'est ça notre objectif. Et c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible sans d'ailleurs remettre en cause des droits acquis. On a 3 300 000 titres de séjour en circulation en France. On peut parfaitement demander à ces gens-là, qui sont venus ou qui sont en tout cas maintenus légalement dans notre pays, et bien à l'expiration de leur titre de séjour, ils rentrent chez eux. C'est parfaitement normal. Les clandestins, ils peuvent tous être expulsés sans exception. Aujourd'hui, quand quelqu'un est débouté du droit d'asile, il y en a quand même les 2/3 qui sont déboutés du droit d'asile, eh bien, il n'y en a que 5% qui sont reconduits dans leur pays. Faute de volonté politique. Donc, ils vont dans des centres de rétention. On demande aux pays d'origine s'ils veulent bien les récupérer. En général, la réponse n'intervient pas ou intervient dans des délais trop longs. Et la personne est relâchée dans la nature et ensuite circule librement partout en Europe. Cette situation, elle n'est pas acceptable. Il suffirait de dire, quand on a un Ivoirien à renvoyer en Côte d'Ivoire, si l'État ivoirien refuse de le récupérer, on leur dit, le métro d'Abidjan, qui est financé par la France et par l'Europe, c'est terminé. Voilà. Il faut être capable aussi de faire preuve de fermeté. On ne peut pas, comme ça, subir un espèce de chantage migratoire qui aujourd'hui est l'un des instruments qui est utilisé en permanence contre l'Europe. Erdogan l'a utilisé à la frontière avec la Grèce, et tout récemment, la Biélorussie l'utilise en Pologne et en Lituanie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça fonctionne. Ils savent que c'est le talon d'Achille de l'Union européenne. Une Union européenne dont tout le monde voit bien qu'elle est absolument incapable aujourd'hui de défendre nos intérêts. Alors là encore, Macron avait fait des belles promesses
Souvenez-vous du discours de la Sorbonne. Il est arrivé en disant « je vais vous révolutionner l'Europe, on va tout réorganiser, on va faire la souveraineté européenne ». Le résultat, c'est qu'il n'a, sur la scène européenne, rien obtenu, absolument rien. Il a fait le tour des capitales de l'Est, hein, il était à Sofia, à Bucarest, etc. Pour essayer de régler le problème du travail détaché. Il a obtenu une fin de non-recevoir. Et sur la question de l'immigration, eh bien aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui demandent de défendre enfin nos frontières extérieures. Et Macron est aux abonnés absents. Il fait même partie de ceux qui disent qu'il faut accueillir toujours davantage, y compris quand on a des bateaux qui sont dirigés par des ONG qui sont favorables à l'immigration, qui sont des complices des mafias et des passeurs, qui font de la traite d'êtres humains quand même. Hein. Eh bien, Macron veut les faire venir, veut que la France prenne son quota. Et en fait, quand on nous dit, voilà, on va accueillir 50 migrants parce qu'ils sont sur un bateau en Méditerranée, en réalité, on n'en accueille pas 50. On en accueille 400 000 par an, plus 50. Et en réalité, on continue d'alimenter cette espèce de pompe aspirante permanente. L'idée, finalement, que pour le migrant qui va arriver en Europe, il est sûr d'être accueilli, de pouvoir rester, et avant même d'ailleurs d'avoir des papiers, de bénéficier de beaucoup d'avantages. À commencer par l'aide médicale d'État qui permet à n'importe quel clandestin de se faire soigner gratuitement dans notre pays, alors qu'il n'y cotise pas, qu'il ne travaille pas et qu'en réalité il n'a rien à y faire. Donc on voit bien aujourd'hui que la défaillance de l'État s'agissant des questions migratoires, elle existe au niveau national avec Macron, mais elle existe aussi, faute de volonté, à l'échelle européenne. La Commission européenne, en réalité, veut toujours plus d'immigration. Immigration légale, immigration clandestine, peu importe, on les laisse venir. Et quand il y a un pays comme la Hongrie qui veut protéger sa frontière extérieure, comme un pays comme la Pologne ces jours-ci, qui met en place une barrière physique, ce que font beaucoup de pays dans le monde, simplement pour préserver leur intégrité territoriale et défendre leurs frontières, et bien immédiatement, ils se font taper sur les doigts par la Commission européenne. Et ces pays-là sont obligés d'utiliser des subterfuges pour essayer de continuer à défendre leurs frontières. J'étais avec Marine Le Pen en Hongrie il y a quelques semaines, nous avons rencontré Viktor Orban qui nous expliquait par exemple qu'il avait construit le mur à la frontière avec la frontière extérieure avec la Serbie. Eh bien, il a été obligé de le construire 1,50 m dans les terres hongroises, comme ça, quand il refoule quelqu'un de l'autre côté, il reste en Hongrie, il ne peut pas être accusé de refoulement. Voilà, il est obligé de manœuvrer avec le règlement européen. Mais évidemment, notre intérêt, une fois qu'on a abaissé les frontières nationales dans le cadre de Schengen, c'est d'être capable de protéger les frontières extérieures, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Parce que la Commission européenne ne veut pas, et alors même que les États se retrouvent directement face à ces afflux de migrants. Alors évidemment, on pourrait penser que c'est plus symbolique qu'autre chose, parce qu'en réalité, le gouvernement biélorusse fait venir par pont aérien depuis Bagdad vers Minsk des migrants qui sont ensuite poussés vers la frontière, et ce ne sont que quelques dizaines de milliers, mais c'est évidemment la partie émergée de l'iceberg. En réalité, on a des flux ininterrompus aujourd'hui, qui arrivent par avion tout simplement, dans des conditions très confortables. Ils arrivent avec un visa pour séjourner dans un pays européen quelconque, visa de visite familiale, visa touristique, et puis au bout de 3 mois, à l'expiration du visa, eh bien, ils restent, ils oublient de rentrer. Et ils savent très bien qu'une fois qu'ils sont installés, eh bien, ils ne seront jamais inquiétés, jamais expulsés, et qu'ils pourront rester finalement dans notre pays, ou d'ailleurs dans les autres pays européens. Donc il faut en finir avec ce laxisme, parce que ceux qui subissent l'immigration, c'est évidemment les plus modestes. Ce ne sont pas ceux qui l'organisent. Les politiciens, eux, ils ne subissent pas l'immigration. C'est les Français les plus fragiles, dans les quartiers populaires, qui souffrent directement de cette immigration et de ses conséquences, à commencer évidemment par l'insécurité. Parce que l'insécurité est évidemment liée à l'immigration, et le cumul de l'immigration avec le laxisme policier et judiciaire aboutit non pas à un sentiment d'impunité, mais à une véritable impunité. Celui qui commet un délit ou un crime en France, parce que la police n'est pas soutenue par sa hiérarchie, qui a toujours peur des bavures, parce que la police n'a pas les moyens, ni humains, ni matériels, de mener à bien sa mission, celui qui commet un délit, il a peu de chance, en réalité, d'être interpellé. Et puis s'il est interpellé, il a peu de chance d'être traduit devant un juge. Et puis s'il est traduit devant un juge, il a peu de chance d'être condamné à la hauteur de ce que prévoit le code pénal. Et même s'il subit une condamnation pénale, de prison ferme par exemple, eh bien elle sera pas ou partiellement seulement exécutée. Parce qu'on dira, mais mon pauvre monsieur, il n'y a pas de place, un petit bracelet autour de la cheville et vous rentrez chez vous. Eh bien, ça aboutit à une impunité totale. Voilà. Et aujourd'hui,
eh bien, nous sommes livrés, c'est pas une exagération de dire ça, à des bandes d'Europe de l'Est qui viennent piller, y compris nos zones rurales, organisant des cambriolages systématiques. C'est pas simplement dans les zones urbaines où aujourd'hui se concentre l'insécurité, c'est les petits villages français qui jusqu'à une date récente étaient très calmes et qui aujourd'hui subissent aussi cette délinquance, cette criminalité, cet ensauvagement de la société française. Alors quand je vous dis ça, je sais que vous en avez conscience, donc vous ne soyez pas là aujourd'hui, mais il ne faudrait surtout pas que les Français finalement s'habituent. Comme le disait Manuel Valls, il disait il faut s'habituer au terrorisme. Avec ces gens-là qui sont totalement impuissants, incapables de défendre les intérêts des Français, faute de volonté politique, il faut toujours s'habituer à tout. Il faut s'habituer au chômage de masse, il faut s'habituer à l'insécurité, il faut s'habituer au terrorisme. Eh bien, nous, ce que nous proposons, c'est simplement de ne pas s'habituer, de refuser. Et on voit qu'il y a des pays qui sont capables de défendre leurs intérêts. Et en réalité, ce sont des modèles qui sont parfaitement applicables. Oui, comme Orban, on peut protéger les frontières et refuser l'immigration. Oui, comme Trump, on peut protéger l'économie avec des droits de douane, avec des quotas, pour ne pas subir la concurrence déloyale qui a tué hier notre industrie et qui tuera demain notre agriculture. Oui, il s'agit en fait de volonté politique. Je prends cet exemple économique parce qu'il est emblématique. En France, on a tous les jours, ou presque, des entreprises qui délocalisent. Parce qu'on est incapable à la fois de libérer l'économie. On a un taux de prélèvement obligatoire à 47% du PIB, ce qui fait de la France un des pays les plus imposés au monde. Et en même temps, un État qui est incapable de protéger, et une Union européenne incapable de protéger notre marché. Et bien le résultat de cela, eh bien, c'est que les entreprises soit mettent la clé sous la porte, soit délocalisent pour essayer de baisser les coûts de production. Eh bien, en réalité, on nous présente toujours ça, on en a eu de nombreux exemples, on pense à Whirlpool, etc., comme la fatalité. Ah bah oui, c'est la loi du marché. Mais en réalité, il y a des pays qui ne raisonnent pas comme ça. L'Inde, la Chine, les États-Unis protègent leur marché. Quand Trump, au début de sa mandature, a été confronté à un grand constructeur automobile, Ford de mémoire, qui a dit « moi je vais aller installer mes usines au Mexique ». Toujours le même modèle, hein, comme Renault et Peugeot qui installent leurs usines d'abord en Europe de l'Est, puis en Afrique du Nord. Voilà, on va aller installer les usines au Mexique. Qu'est-ce qu'aurait fait Macron ou Hollande ou Sarkozy avant lui? Et ils auraient pleuré sur le lait renversé en disant bon, on va proposer un plan de reclassement qui n'aboutira à rien et qui coûtera très cher d'ailleurs pour les pauvres salariés qui sont sur le carreau. Qu'est-ce qu'il avait fait, Trump? Il a dit bah, écoutez, si vous voulez faire ça, si vous mettez vos usines au Mexique, eh bien moi je vous mettrai 35% de droits de douane à la frontière. Voilà, le maximum autorisé par l'OMC. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les constructeurs automobiles? Ils ont dit bah, c'est bon, on a compris, on va les installer dans le Mississippi. Voilà. Donc en réalité, c'est une question de volonté politique. C'est une question de l'utilité des responsables politiques, c'est pas de gérer le chaos et la décadence. C'est de faire en sorte que la France, les Français ne soient pas livrés justement à ce chaos et à cette décadence. Et donc ça nécessite de préserver nos intérêts vitaux et de défendre les droits fondamentaux de nos compatriotes, notamment les plus modestes et les plus fragiles d'entre eux. Alors c'est ça notre projet pour 2022. Bien sûr que nous sommes aujourd'hui non pas au lendemain de cette crise sanitaire, mais au cœur de cette crise sanitaire qui n'en finit pas, qui a été le motif à des restrictions de liberté comme la France n'en a pas connu depuis plus d'un siècle, même en période de guerre, où en réalité Macron, on le voit bien, et son gouvernement ont utilisé le prétexte sanitaire pour restreindre les libertés avec des conséquences effroyables, économiques, sociales, psychologiques aussi, et médicales même, puisque à force d'être covido-centré, eh bien on a négligé, y compris dans l'hôpital public, toutes sortes de pathologies qui ont été mal soignées, pas soignées, soignées tardivement. Donc les conséquences sont très lourdes. Alors que quand on regarde les choses, la stratégie du gouvernement, si tant est qu'il y en ait une, a été désastreuse de A jusqu'à Z. Et l'Union européenne, dont on nous disait qu'elle était l'échelon d'efficacité en cas de crise, a été totalement absente. On nous disait toujours, s'il y a une crise majeure, c'est l'échelon continental qui est efficace. Ah bon? On a eu la crise financière en 2008, l'Union européenne aux abonnés absents. La crise migratoire en 2015, l'Union européenne incapable, j'en parlais tout à l'heure, de défendre les frontières extérieures. Et la crise sanitaire, l'Union européenne qui était absente dans l'anticipation, alors qu'elle a des outils qui nous coûtent très cher pour ça, absente dans la coordination. Et ensuite, ils ont essayé de se rattraper sur le vaccin. Ça a été un désastre, puisque les Anglais, sortis quelques semaines plus tôt de l'Union européenne, eux, tout seuls, sans commande groupée, ont réussi à produire leur vaccin et à vacciner leur population beaucoup plus vite. Voilà. Et nous, on disait aux Français, vous allez être obligés de vous faire vacciner, mais on était incapable de leur produire des vaccins. Et en réalité, aujourd'hui, on a eu une succession de restrictions de liberté dont on va faire les frais, sans doute pendant très longtemps,
et qui aboutit finalement à empêcher les Français de vivre normalement. Et le pass sanitaire, qui était quasiment obligatoire, qui va le devenir avec en fait une obligation vaccinale, est un véritable scandale. D'abord parce que c'est attentatoire aux libertés fondamentales, et ensuite parce que c'est une escroquerie, parce que ce vaccin n'est pas un vaccin. Il faudra à un moment donné quand même dire la vérité. C'est un vaccin qui n'empêche pas de contracter le virus et qui n'empêche pas de le transmettre. Voilà, donc la stratégie du tout vaccinal a évidemment ses limites. Et la preuve, c'est qu'on a 85% des Français, souvent de guerre lasse, et qui se sentaient obligés, pour des motifs professionnels notamment, de se faire vacciner. On a 85% des Français vaccinés, et pourtant on nous annonce une 5e vague. Et on nous annonce à nouveau les masques partout, à nouveau sans doute des restrictions de liberté. Donc on voit bien que la manière dont a été gérée cette crise depuis le début est désastreuse. On a quand même un gouvernement qui nous a expliqué au début que tester tous les Français ne servait à rien. Quelques mois après, c'était l'obsession du test, il fallait que tout le monde se teste tous les 3 jours. Ensuite, c'était les masques partout ne servent à rien. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit il faut mettre des masques partout. Alors effectivement, je pense qu'en plus, ça ne sert à rien. Voilà, je n'empêche pas les gens de mettre des masques. Hein. Chacun est libre et en fonction de sa situation personnelle, bien sûr. Mais on voit bien que ces mesures, généralisées, formalistes, qui s'imposent à tous, sans tenir compte aucunement des situations territoriales qui étaient pourtant très contrastées, eh bien, ça a un objectif, c'est installer progressivement un régime qui est un régime qui n'est plus tout à fait un régime de liberté. Voilà. Et donc il faut évidemment se révolter contre cette tendance. On voit que le tout vaccinal, ce n'est pas une solution. Il y a beaucoup de pays qui ont investi massivement dans la recherche pour des traitements notamment, parce qu'il va falloir en effet, pour le coup, le Covid, on va devoir sans doute vivre avec pendant quelques années. Eh bien, évitons de créer une situation de chaos économique total en France, avec des conséquences sociales et psychologiques dramatiques. Faisons en sorte que les plus fragiles, ceux les plus vulnérables à la maladie soient protégés, et que pour le reste, on laisse les Français vivre et qu'on respecte leur liberté, notamment celle d'être vacciné ou non. Aujourd'hui, on voit que le gouvernement utilise le vaccin pour imposer en réalité des restrictions de liberté sans tenir compte du tout de la véritable situation sanitaire. Et on voit d'ailleurs que depuis le début, c'est l'administration sanitaire qui a tous les défauts de l'administration, aucune agilité, aucune capacité d'adaptation. Voilà le nombre de lits disponibles en réanimation. Eh bien, on va bientôt être à 2 ans de crise sanitaire. 2 ans plus tard, ils sont toujours avec leur grille unique de lecture et il n'y a pas un lit supplémentaire en réanimation. On se moque des Français. Il aurait fallu au moins pendant les 2 ans, à défaut d'avoir été capable d'anticiper, gouverner c'est prévoir, le mot qu'on puisse dire c'est que c'est pas leur fort, mais au moins ils auraient pu faire en sorte que depuis 2 ans, on forme du personnel soignant à la réanimation, on augmente nos capacités hospitalières pour être plus à même de faire face à d'éventuelles nouvelles vagues. Au lieu de ça, ils nous ont dit la solution magique c'est le vaccin, donc vaccinez-vous tous, et aujourd'hui tout le monde ou presque est vacciné, et ça n'arrête rien évidemment au problème. Donc il faut totalement sortir de ce modèle. Il y a beaucoup de pays qui ont été plus audacieux, qui aujourd'hui sont en pointe, notamment pour les traitements, alors que la France a montré dans cette crise sanitaire, finalement, son déclassement à nouveau. Le pays de Pasteur a été le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à être incapable de produire son propre vaccin. Ça montre aussi l'état du pays, et ça montre aussi la faiblesse de la classe politique qui nous dirige. Alors, chers amis, je sais que vous avez, je peux me permettre de vous rafraîchir un peu pour utiliser des arguments ensuite sur le terrain pour convaincre nos compatriotes. Je sais que vous êtes conscients de tout ça et c'est pour ça que vous êtes engagés au Rassemblement national. Maintenant, nous sommes à 5 mois de la présidentielle. Il y a une lucidité de nos compatriotes, une lucidité des Français sur Macron, sur son bilan, et beaucoup d'entre eux, une majorité d'entre eux, ne veut pas 5 années supplémentaires. À nous de créer les conditions d'une alternative. Alors aujourd'hui, on est dans une période un peu d'incertitude, liée notamment à la candidature concurrente d'Éric Zemmour. Je crois qu'il faut aborder ça avec, avec le calme des vieilles troupes. La concurrence, ça fait partie de la vie, et notamment de la vie politique, et il faut l'accepter. Éric Zemmour fait un constat qui rejoint largement le nôtre. Nous avions en la matière une certaine antériorité qui est difficilement contestable, notamment sur les grands enjeux de l'immigration et de l'identité, mais plus il y a de personnalités, il a un certain talent incontestable, qui rejoignent notre constat, mieux c'est. Mais il faut évidemment faire en sorte que si le rassemblement des patriotes ne peut pas se faire dès le premier tour, créer au moins dès maintenant les conditions pour qu'il se fasse au second tour.
et donc éviter de multiplier les attaques, les petites phrases. On a suffisamment d'adversaires, Macron est l'adversaire, donc ne nous concentrons pas sur ceux qui finalement partagent peu ou prou les mêmes convictions. Et essayons de faire en sorte qu'au second tour, on soit en situation de l'emporter. C'est ça, évidemment, l'objectif. Et pour porter un projet alternatif, il faut évidemment faire un constat qui est juste, mais il faut aussi avoir des équipes, avoir un projet, et un projet qui soit mobilisateur et rassembleur. Et c'est bien sûr cela notre objectif. Donc je vous remercie encore une fois de votre engagement dans cette bataille. Je sais, le buffet ne va pas refroidir, parce qu'il est déjà froid. Mais merci en tout cas de votre engagement, de votre présence. Cette réunion s'inscrit, vous le savez, dans le cadre d'une tournée de nos fédérations, des réunions internes d'abord, ensuite il y aura des réunions à plus grande échelle que nous mènerons un peu partout sur le territoire pour mobiliser nos compatriotes. Mais vous êtes le fer de lance, vous avez la communauté militante que nous formons à une mission fondamentale et une mission qui est historique, qui nous dépasse tous. En réalité, dans l'histoire de France, il y a eu des moments où notre pays semblait menacé, et parfois même menacé de disparition, et toujours il y a eu des hommes et des femmes qui étaient souvent minoritaires, mais qui se levaient et qui montraient la voie, qui étaient des éclaireurs. Eh bien, avec les faiblesses et en toute modestie, et avec les faiblesses de notre organisation, eh bien, nous savons que c'est notre mission historique. Se lever, montrer la voie et montrer aux Français qu'il y a un espoir. Notre adversaire, au-delà de Macron, de la gauche ou de la fausse droite, en réalité, notre adversaire, c'est l'abstention. Notre adversaire, c'est la résignation. Notre adversaire, c'est le désespoir qui frappe un nombre croissant de nos compatriotes qui renoncent à exercer leur droit de vote, et on l'a vu d'ailleurs aux dernières élections régionales. Injustement, d'ailleurs, nous en sommes largement les victimes de cette abstention. Montrer aux Français simplement qu'il y a un espoir, qu'ils ne doivent pas renoncer à se faire entendre, parce que s'ils renoncent à se faire entendre, eh bien, ils vont renforcer ceux qui sont en place, et c'est-à-dire ceux pour lesquels ils ont le plus de défiance. Donc c'est ce message-là qu'on doit faire passer comment dire, tout au long de cette campagne, montrer que sur tous les sujets, la situation économique, la situation migratoire, l'insécurité, la question des libertés individuelles et des libertés fondamentales, sur tous ces sujets-là, on ne peut pas accepter, la France, le grand pays qu'est la France, ne peut pas accepter la situation de déclin, de déclassement et de décadence même dans laquelle nous sommes plongés. Nous devons redresser la barre, et nous pouvons surtout redresser la barre. Encore faut-il faire des choix politiques, ne pas éternellement reconduire ceux qui ont déjà échoué et qui ont déjà trahi, mais faire enfin confiance aux patriotes, à ceux qui portent vraiment une alternative totale à Macron. C'est ça le message qu'on doit faire passer, ce message d'espoir tout au long des prochains mois. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui et je vous remercie de votre engagement à nos côtés dans les mois qui viennent. Au sujet de l'élection présidentielle, d'ailleurs, et de la campagne présidentielle, vous avez à la table, au fond, les 2 derniers tracts de notre campagne que nous avons commencé à distribuer hier, parce qu'hier, il y avait une journée nationale de mobilisation autour du premier de ces tracts, rendre aux Français leur argent sur les thématiques du pouvoir d'achat qui, naturellement, seront très importantes dans cette campagne. Notre candidate Marine Le Pen a fait un certain nombre d'annonces sur ces sujets, notamment les sujets du prix de l'énergie, puisqu'elle propose une baisse substantielle de la TVA sur les prix des carburants, que la TVA passe de 20 à 5%, c'est un peu technique, mais c'est très intéressant concrètement pour le pouvoir d'achat des Français. Donc vous avez ce tract, et puis le second de ces tracts, rendre aux Français leur pays sur des sujets plus en rapport avec l'identité de notre pays, la souveraineté, notre manière de se réapproprier ce pays dont la gauche et la droite et Macron, depuis ces dernières années, nous ont dépossédés littéralement. Avant notre buffet, si vous avez naturellement des questions pour Nicolas Bay, pour nous autres, vous pouvez bien sûr les poser. Oui, vous avez une affiche derrière vous qui mentionne référendum. Référendum veut dire avoir la majorité à l'Assemblée nationale et avoir la majorité au Sénat. On ne pourra pas. Comment faire? Comment avancer? Il y aura toujours des murs, des murs, des murs. Mais comment y aller? Alors, merci de votre question. En réalité, si on fait un référendum, on n'a justement pas besoin d'avoir une majorité à l'Assemblée et au Sénat, puisque c'est directement les Français qui s'expriment. En réalité, la logique de l'élection présidentielle et du quinquennat et des législatives couplées à la présidentielle aboutissent en pratique
à ce que les Français, à chaque fois, donnent une majorité à l'Assemblée, au président qui a été élu. Le défaut structurel, en revanche, de notre mode de scrutin, c'est qu'il est très antidémocratique, puisque c'est un mode de scrutin majoritaire qui ne permet pas de représenter les Français dans la diversité. Je signale d'ailleurs qu'on est le seul pays des 27 pays européens à avoir encore un mode de scrutin majoritaire qui est très antidémocratique. Mais notre projet de référendum sur la question de l'immigration au sens large, la question de la nationalité, de l'accès, des conditions d'accès à la nationalité française, la question des migrations et des droits des migrants pour éviter que ce soit les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice qui décident à la place des Français, ce projet de référendum, il serait soumis, dans l'hypothèse d'une victoire électorale présidentielle, directement aux Français. Donc on n'a pas besoin d'avoir un vote de l'Assemblée et du Sénat. Et par ailleurs, nous voulons, dans notre modèle de démocratie restaurée en quelque sorte, eh bien, nous voulons mettre en place le référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne, ce qui permettrait par exemple à 500 000 ou 1 million de Français de se saisir d'un sujet et d'obliger l'exécutif ensuite à le présenter à référendum. Pour restaurer une vraie démocratie en France, il faut deux choses. Il faut une vraie démocratie directe, donc le référendum à la fois à l'initiative de l'exécutif et à l'initiative des citoyens, et une vraie démocratie représentative, qui va faire en sorte que la représentation nationale représente réellement les Français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut créer ces deux conditions-là, mais sur la question migratoire, vous comprenez bien que si notre camp était majoritaire à la présidentielle, nous n'aurions aucun mal à obtenir une victoire en référendum qui lui donnerait un poids considérable. Parce que si on fait une réforme profonde du code de la nationalité et des conditions d'immigration, eh bien, si elle est adoptée, cette réforme est adoptée par référendum, ça lui donnera un poids et une légitimité infiniment supérieure à une loi classique qui non seulement pourrait se heurter au Conseil constitutionnel et pourrait se heurter aussi aux juridictions européennes. S'il vous plaît. Donc, il y a quand même une contradiction. En même temps, on voudrait plutôt moins d'étrangers que plus d'étrangers. Et en même temps, on a besoin des étrangers pour les tâches subalternes. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager sérieusement d'instaurer un service civil professionnel de telle sorte que toutes les corvées des Français soient prises en charge par les Français? Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Sans arrêt, ils ont besoin de personnel étranger. Donc, c'est vraiment là. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'on a, certains en effet, ont voulu faire entrer, et c'est encore leur modèle, faire entrer de l'immigration pour deux raisons. Un, pour équilibrer, soi-disant, nos comptes sociaux et notamment les caisses de retraite parce qu'il y a un déficit démographique européen. Ça, c'est le grand argument de la Commission européenne. On dit qu'on a besoin d'immigrer pour équilibrer la démographie, alors qu'en fait, il y a un autre moyen, c'est de relancer la natalité. Là encore, on peut prendre l'exemple de ce qui est fait par les pays de l'Est, en Hongrie ou en Pologne par exemple, où des mesures sociales, des mesures fiscales permettent de relancer la natalité avec des effets assez rapides, à 10, à une génération, donc c'est assez rapide, à 10 ans ou à 20 ans, ça permettrait d'éviter de devoir subir cette immigration dont les conséquences, je l'évoquais tout à l'heure, sont très loin. Après, l'idée selon laquelle on a besoin d'immigrer pour les tâches subalternes, c'est une idée fausse en réalité. Il y a eu, c'est vrai à une époque, une immigration de travail en France, dans les années 60 notamment. On était en pleine croissance économique et souvent d'ailleurs, comme c'était avant le regroupement familial, c'est des personnes qui venaient en France, qui travaillaient 2 ou 3 ans, qui amassaient un petit pactole et qui rentraient ensuite dans leur pays. Mais ensuite, à partir de 75, on a eu le regroupement familial et une immigration qui est une immigration de peuplement. Et ils ne viennent pas pour travailler, ils n'ont pas de contrat de travail, et comme on a un pays avec 6 millions de chômeurs réels, toutes catégories confondues, ils n'ont même aucune perspective, pour la plupart d'entre eux, d'avoir un travail, d'autant plus que c'est de la main-d'œuvre pas ou faiblement qualifiée. Alors ce qui est vrai, c'est que certains, notamment certaines puissances financières, voient d'un bon œil une immigration qui permet en réalité de peser à la baisse sur les salaires et sur les droits sociaux. C'est un peu l'armée de réserve. Il envisage tout simplement comme le moyen de pression sur le bas de l'échelle sociale en se disant, écoutez, si vous ne voulez pas être payé au lance-pierre, eh bien il n'y a pas de problème, on va vous remplacer par un immigré, éventuellement par un clandestin. Mais pour éviter justement ce modèle-là, qui aboutit à un effondrement des petits salaires, eh bien, il faut évidemment arrêter l'immigration. De sorte que certains ne puissent pas dire aux salariés les plus modestes, à tout moment, on peut vous remplacer par un immigré. Et puis, si on pousse la réflexion jusqu'au bout, eh bien,
bien, pour pas que ce soit les entreprises qui soient étranglées et qui soient dans l'incapacité de payer des salaires décents, notamment en bas de l'échelle, eh bien, il faut évidemment, je le disais tout à l'heure, à la fois baisser la fiscalité, les contraintes et les charges sur les entreprises et protéger notre marché. On n'a pas de Français qui veulent faire ces travaux-là, aussi parce qu'en réalité, il n'y a pas assez de différence en France entre les revenus de l'assistance et les revenus du travail. C'est-à-dire que si celui qui est au RSA plus un certain nombre d'aides sociales gagne à peu près autant que celui qui est au SMIC, évidemment, il n'y a pas intérêt à aller travailler 35 heures par semaine. C'est évidemment le problème. Mais aujourd'hui, on a des salaires très bas, justement parce qu'on accepte cette immigration. Et en réalité, non seulement cette immigration légale pour les travaux ponctuels, mais même souvent dans les filières agricoles ou dans les filières des travaux publics ou dans la restauration, de l'immigration clandestine. Beaucoup. Oui, quand ils l'ont sous la main. Voilà. Sujet, moi qui suis dans les ressources humaines, j'ai envie d'être provocatrice et de dire que le problème, c'est le financement de la protection sociale, puisque toute la protection sociale est assise sur le revenu du travail, le fameux allègement finaux ou réduction des bas salaires. Tout ça, depuis 20 à 30 ans, pèse sur le coût du travail. Là où un smicard va embaucher 1000, en réalité, ça va coûter pratiquement 2000, voire 2500 à l'employeur. Donc, est-ce que, au-delà de l'éducation nationale, je partage votre constat, le problème, c'est pas tout simplement aussi la protection sociale, et qu'il serait peut-être temps de sortir de cette impasse qui avait un sens, puisque la protection sociale c'est après la guerre. Aujourd'hui, il ne faut pas sortir de ce modèle pour que quand on donne 1000 à un salarié, ça coûte peut-être que 1500, et puis du coup, on va être plus tenté de donner 1500 et que ça coûte que 2000. Voilà. En réalité, le problème du financement de la protection sociale, c'est que c'est comme tous les mécanismes de mutualisation, Oui. comme les caisses de retraite, comme l'assurance chômage et donc l'assurance maladie, en réalité, ça ne fonctionne que si vous avez 70 millions de cotisants et 70 millions de bénéficiaires. Aujourd'hui, ça profite à la terre entière. Et en réalité, quand on parle de l'immigration et de ses conséquences économiques, et notamment sur nos comptes publics et nos comptes sociaux, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'en réalité, le coût direct de l'immigration, c'est des dizaines de milliards par an, mais les coûts indirects, qui sont d'ailleurs assez difficilement quantifiables, ça se compte sans doute par centaines de milliards. Parce qu'évidemment, pourquoi l'hôpital public est en déficit chronique, alors même qu'on a réduit, sans doute parce qu'il est mal géré, suradministré, qu'on a un personnel administratif pour un soignant, etc. Bien sûr, mais c'est aussi à cause du poids de l'immigration. De personnes qui par millions bénéficient de soins de haute qualité, en plus en France, comme dans un certain nombre d'autres pays européens, alors même qu'ils ne cotisent pas ou quasiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas et qu'ils n'ont pas la perspective de travailler. Et ce qui est vrai pour l'assurance maladie, l'est également pour les caisses de retraite ou pour l'assurance chômage. Le poids de l'immigration est colossal et déséquilibre en réalité nos comptes sociaux. Donc il faut complètement sortir de ce modèle-là, soit avec des caisses séparées pour les Français et les étrangers, en appliquant surtout la priorité nationale, c'est-à-dire les aides sociales, les allocations familiales, les logements sociaux pour être prioritairement accordés aux Français, et puis en arrêtant l'immigration. Sur l'éducation nationale, on a 1 300 000 personnels de l'éducation nationale. Alors il y a aussi un problème d'organisation de l'administration française, complètement sclérosée, avec des syndicats omnipotents. Le résultat, c'est qu'on a, je crois, un ratio aussi qui est très faible, de l'ordre de un personnel administratif pour 2 enseignants, de cet ordre-là, ce qui est évidemment pas normal. Mais surtout, on a là aussi des conséquences de l'immigration de masse. Lorsque dans des écoles, vous avez, et c'est pas exagéré de dire ça, 2 tiers et 3 quarts, voire 80% de la classe qui est immigrée ou issue de l'immigration, eh bien, en réalité, ça génère non seulement ça aboutit à l'effondrement du niveau, ça aboutit à une espèce de chaos, y compris sécuritaire, dans les établissements scolaires, mais ça génère aussi des coûts qui sont exorbitants. Des coûts en personnel, des coûts en rénovation des locaux qui sont dégradés en permanence. Les conséquences sont très nombreuses. Donc si on veut à nouveau avoir des mécanismes de cohésion nationale et de mutualisation, il faut évidemment que la solidarité nationale redevienne nationale. Alors, juste pour confirmer ce que vous dites, c'est que nous, en région parisienne, on est pas loin des cités, et c'est vrai que les 5 premières années, voilà, ces premières années, c'est l'apprentissage du français dans tous les scolaires français. Donc évidemment, quand on est arrivé sur Nantes, on a un retard de niveau énorme de nos enfants. Après, pour revenir sur le travail,
même salaire. Ça me pose question quand même, parce que moi, c'est que je travaille avec eux. C'est un peu non, puisque moi aussi, ça impacte sur mes revenus. Et je n'ai pas un seul pensée. Bien sûr, mais parce qu'il y en a beaucoup qui se disent je préfère avoir un certain nombre de minima sociaux, plus quelques activités annexes, pas forcément déclarées, avec ça je deviens autant. C'est ça en réalité le problème. Mais c'est aussi la chasse à la fraude sociale, on peut en parler, c'est un sujet en tant que tel, et c'est des dizaines de milliards par an. Parce que moi j'en vis grâce à eux. J'ai une grande part commerciale où je rentre mon revenu grâce à eux, mais il faut réussir à remettre les Français au travail. Bien sûr. Si on veut arrêter l'immigration concrètement et dire on va faire autrement, il faut remettre les Français au travail. Le jour de gloire est arrivé.